Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. On va parler juste des trois actualités qui défraient la chronique actuellement. Premièrement, nous avons l'actualité concernant le M23. Comme nous le savons, le Rwanda a déclaré ouvertement qu'il soutient le M23. Le Rwanda a déclaré ouvertement que c'est lui le soutien principal du M23. Et par honte, Nanga est passé à la télé pour confirmer qu'il collabore avec les M23, mais pas une collaboration militaire ou financière, mais c'est juste une collaboration pour savoir comment gérer nos deux frontières. Il a même ajouté que les M23 collaborent aussi avec l'Ouganda pour savoir comment gérer nos deux frontières entre l'Ouganda et puis la RDC ou la partie que le M23 occupe. Mais l'information principale que je vous amène aujourd'hui, c'est par rapport au refus de dialogue par le gouvernement central. Comme on le dit, le gouvernement de Kinshasa. Moi, je voulais que ça soit ainsi. Pourquoi? À chaque fois, les Congolais ont pris une très mauvaise habitude. Quand ils sont frustrés, ils vont à l'est du pays, ils prennent quelques Congolais de très mauvaise qualité, ils organisent une rébellion, ils vont tuer des Congolais et en organisant cette rébellion, ils auront accès à beaucoup de territoires et comme le gouvernement central ne voudra pas qu'une partie du territoire soit occupée par des rebelles, le gouvernement va organiser ce qu'on appelle le dialogue. Et en organisant le dialogue, il y aura maintenant partage des postes. Ils étaient déjà habitués à ça depuis l'an 2002 en 2003 avec l'accord de Sun City. Kabila a partagé les postes avec 4 vice-présidents. Certains ont eu les postes de députés, certains ont été aussi ministres. À un certain moment aussi, le CNDP a mené sa rébellion, Kabila a encore partagé le pouvoir. À un certain moment, Kabila a réuni l'opposition non armée au niveau de Kinshasa pour partager le pouvoir. Maintenant, cette habitude est ancrée dans le système congolais et tout le monde veut aller faire la rébellion avec l'espoir d'être appelé au dialogue et de se partager les postes. Je vais vous mettre un extrait de vidéo du ministre de la Communication, M. Patrick Mouyaya, qui confirme qu'il n'y aura pas de dialogue avec les rebelles. Depuis janvier 2025 jusqu'à janvier 2026, il y a eu près de 15 000 morts à Goma. Ce n'est pas normal. 15 000 Congolais ont perdu leur vie et après ça, vous voulez qu'on vous amène au dialogue, vous venez à Kinshasa pour partager les postes. Ça, c'est être inhumain. Je soutiens totalement cette décision de ne pas dialoguer avec les M23. Je soutiens. Comme déjà, on a un contrat avec les Américains, qu'on puisse aboutir à ce contrat et que ce contrat nous amène la paix. On ne doit pas, en tout cas, dialoguer avec les rebelles. Cette habitude doit cesser de fomenter des rébellions et puis de finir avec un dialogue. Cette habitude doit cesser une fois pour toutes. Pas de dialogue avec les M23. Je vous laisse suivre l'extrait de Patrick Mouyaya et nous allons nous retrouver juste après. Merci. À tout moment, je vais terminer sur la question du dialogue. Parce qu'on entend parler du dialogue à tout moment et certains ont même tendance à dire que le gouvernement ne veut pas du dialogue. Totalement faux. Le président de la République, en février 2025, avait tendu la main. C'est dans cet ordre d'ailleurs qu'il a reçu le docteur Mukwege ou encore l'honorable Martin Fayulu. Ça veut dire que le président est totalement disposé. Au début de l'initiative de prêtres, je crois que les présidents étaient parmi les premiers à les recevoir. Mais les présidents, en termes des propositions de paix, n'a pas reçu que les propositions de prêtres. Il en a reçu aussi des confessions religieuses.
C'est pour ça qu'il les a mis ensemble. Aujourd'hui, il existe une feuille de route adoptée par toutes les parties prenantes pour que nous puissions aller vers la paix. Mais Willy Kalenga, dites-moi, l'origine de la crise, elle est d'abord sécuritaire. C'est une crise qui est liée à l'agression. Comment pensez-vous qu'on peut s'asseoir, parler de paix avec certains d'entre nous qui sont complices du mal? Lorsque vous avez des gens qui vont séjourner à Goma, c'est fort sécurisé à Goma. Ici, je pense au président sortant et à tous ses alliés qui créent, y compris un mouvement Sauvons le Rwanda au Congo, pour être ceux qui apparaissent pour que les pressions diminuent sur leurs parrains. Comment pensez-vous qu'on peut laver les linges sales en famille lorsque vous avez, y compris certains prêtres dans l'église, disons les choses telles qu'elles sont, qui propagent de mensonges sur l'accord, y compris sur des choses qu'on n'a jamais signées. Et donc il est important, qu'en ces jours de mémoire, qu'on se rappelle ce parcours. Je crois qu'il n'y a pas un gouvernement qui s'est autant investi pour que la paix qui va arriver au terme de tous ces processus soit une paix durable, une paix définitive qui permettra d'éclore le potentiel de développement de notre pays. Tous ces processus de paix, à tous les panélistes, je voudrais poser la même question. Mais chacun de vous va y répondre selon son angle de perception. En tant que gouvernement, en tant que femme, en tant que société civile, en tant que MONUSCO. Ce soir, le jour de la mémoire, la population s'interroge de manière profonde et sérieuse. Y a-t-il encore des chances d'espérer à l'avènement de la paix au regard non seulement des accords signés, mais surtout au regard du retour de la violence sur le terrain? Quelles sont les chances, selon votre point de vue, que vous accordez à la paix et surtout au respect des accords? Répondez-y selon les angles de perception que vous avez. Nous allons commencer par la MONUSCO. Est-ce que la MONUSCO croit vraiment que les accords signés vont être respectés? Un jour comme celui-ci est un jour de vérité. Je vous en prie. Bon, permettez-moi tout d'abord de vous dire que Mme Viviane Van de Peer, qui est représentante spéciale adjoint par intérim en ce moment, n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Et à son Excellence Madame la Première ministre, je voudrais juste étendre ses salutations les meilleures. Et donc, je suis là pour la représenter au nom de la MONUSCO. Donc, juste pour réitérer, n'est-ce pas, le vœu sincère de la MONUSCO de voir ces accords donc respectés par les différents signataires, mais surtout saluer les efforts diplomatiques déployés en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région, des efforts récents, des processus en cours, et juste réaffirmer également que la MONUSCO est disponible et prête à soutenir la mise en œuvre de ces engagements en coordination avec les partenaires régionaux et internationaux. Et c'est exactement le mandat que lui confie le Conseil de sécurité le 19 décembre dernier, qui est la résolution 2808, justement. Et cette résolution confirme l'importance de la MONUSCO assister la République démocratique du Congo dans la protection des civils, comme toujours comme priorité, mais également le respect, bien sûr, de la mise en œuvre de la résolution 2773, comme vous le savez. Mais peut-être que cette fois-ci, après le retrait de la MONUSCO au Sud Kivu, il y a dans cette résolution-là, justement, une directive, notamment sur la participation au mécanisme de supervision et de vérification du cessez-le-feu. Donc, il y a un point d'entrée qui permettrait justement de contribuer à la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent. Donc, le mandat de la MONUSCO couvre le suivi, la surveillance et la vérification du cessez-le-feu. Il ne s'agit pas de prendre en charge la sécurité ou l'administration des villes. C'est ainsi que la MONUSCO, bien sûr, ne se déploiera pas pour sécuriser Ouvira, comme l'avait demandé l'AFC M23, c'est évident. La MONUSCO ne dispose actuellement pas de mandat pour un retour en force. Comme je l'ai dit, ça se limite à cette contribution au suivi et au monitoring du cessez-le-feu. Voilà, donc nous soutenons au nom de la MONUSCO tous ces efforts régionaux et internationaux qui visent à
opérationnaliser les cadres de suivi et se donner le maximum de chances justement pour que les signataires et les acteurs sur le terrain puissent respecter, avec la participation donc de tous les acteurs qui sont invités, que ce soit dans le mécanisme conjoint de vérification élargi plus également, et les autres, bien sûr, les autres mécanismes qui sont mis en place pour se donner le maximum de chances de réussite. Voilà. Il ne s'agit pas pour la MONUSCO d'imposer la paix. Aucun moyen pour entrer dans l'imposition de la paix. Bon, encore une fois, la MONUSCO agit sur base des résolutions qui lui sont confiées. Donc le mandat est un mandat qui a été voté à l'unanimité par les membres du Conseil et qui ont demandé qu'à la fin du mois de mars, le secrétaire général revienne devant le Conseil pour faire le point sur l'exercice justement qui a été fait depuis que ce mandat a été donc donné au mois de décembre. Donc ça fait 3 mois d'exercice qui vont pousser justement le Conseil à devoir discuter à l'interne. Donc encore une fois, nous dépendons du mandat que nous recevons. Merci. Monsieur Bochombe, vous êtes société civile et quelle est votre lecture de tous les accords et quelle est la profession de foi qui est la vôtre ce soir? Merci. Je voudrais dire que la population, surtout celle qui vit au quotidien ces affres, elle suit au quotidien la signature des accords, avec pompe, mais que sur le terrain, il n'y a pas vraiment beaucoup de retombées. C'est-à-dire que la situation continue peut-être à s'empirer et elle se pose autant de questions: à quand le retour chez moi, à quand le retour dans mon village? Alors, je voudrais aussi toucher la question, parce que vous l'avez su bien poser, mais il y a la résolution 2773, mais également la résolution 2808 qui donne mandat à la MONUSCO et d'ailleurs qui met en place la force d'intervention, comme ce fut en 2013. Certes qu'au niveau du Sud, cette force allait s'appliquer ou agir même dans des espaces où la MONUSCO s'était déjà désengagée. Alors, pour bien répondre à votre préoccupation, je pense qu'il faut des mécanismes de suivi, n'est-ce pas, qui soient suivis, donc d'abord des mécanismes de suivi qui soient accompagnés par des sanctions lorsque les engagements ont été violés. Parce qu'on signe des engagements, mais 2 jours après, on fait autre chose, on viole ses propres engagements. Je crois qu'il faut aussi associer les communautés et la société civile, n'est-ce pas, dans ces mécanismes de suivi au niveau de terrain. Il ne faut pas rester seulement sur le plan politique et diplomatique. Et donc, il y a aussi, je vais dire, la posture de certaines structures comme la MONUSCO. Je crois qu'il faut une certaine posture proactive. Voyez-vous, une posture proactive pour rassurer la population, surtout sécuriser. On parle de la protection des populations civiles dans ces entités qui sont, n'est-ce pas, occupées par nos agresseurs. Alors, je voudrais aussi insinuer le fait que il faut donner un rôle, n'est-ce pas, aux communautés locales, pour que ces communautés puissent identifier et faire des monitorings et donner des informations fiables qui puissent permettre aux enquêteurs et même à la justice d'accéder aux informations, n'est-ce pas, pour se faire une idée sur des évidences. Voilà ce que je peux dire à ce niveau par rapport à ces Au niveau de la société civile, il y a eu quand même une organisation pour faire face à l'agression. Au niveau de la société civile, est-ce qu'il y a eu des mécanismes de solidarité que vous avez mis en place pour aider certaines personnes, nonobstant l'occupation? Alors, nous avons essayé un peu de travailler avec le gouvernement pour la sécurité de certains compatriotes qui étaient en difficulté. Et pour ça, je dois dire merci au gouvernement qui a un peu appuyé certains acteurs. La solidarité, oui, nous l'avons fait, que ce soit à Uvira, à Bujumbura
et même dans les zones occupées, parce que nous avons collecté de vivres et non-vivres pour appuyer nos compatriotes là-bas, mais ce n'est pas suffisant ce qui a été fait. Nous avons fait une mobilisation aussi pour alerter l'opinion nationale et même la diaspora sur le drame qui se passe à l'est de notre pays. Et nous avons mis en place un comité de crise pour la paix et la sécurité qui a été appuyé aussi par le gouvernement par rapport à tout ce que nous avons pu organiser dans l'entretemps. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas été beaucoup plus touché, c'est par rapport au pillage des ressources naturelles. Parce que là, nous avons organisé un forum, disais-je, un dialogue national sur la gouvernance